Le Grand Matin Sud Radio, 6h, 10h, Jean-Marie Bordry. 9h08 sur Sud Radio, une nouvelle ligne à très haute tension, une nouvelle autoroute par exemple, ou un nouveau canal. Est-ce que l'ère des grands projets est révolue? Pourquoi les grands projets d'infrastructure suscitent autant d'opposition où qu'ils soient? On parle de deux projets en particulier sur lesquels on va mettre le projecteur. L'un que vous connaissez bien, c'est le projet de l'autoroute A69, c'est dans le Tarn, entre Toulouse et la ville de Castres. Il y a toujours des opposants qui campent d'ailleurs sur le tracé de l'autoroute et il y a toujours évidemment beaucoup de partisans. On va en parler avec nos invités. On va parler aussi de cet autre projet dont l'opposition commence à prendre de l'ampleur et à remporter une victoire il y a quelques heures. Il s'agit d'un projet de ligne à très haute tension dans le golfe de Gascogne. Le chantier a été interrompu sur décision judiciaire. Les opérateurs doivent prouver qu'ils n'entraînent pas de nuisances sonores mortelles pour les poissons. On va parler de tout cela avec nos différents invités. Dominique Bourg, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes philosophe, spécialiste des questions environnementales et professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Nous sommes également avec Cédric Philibert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également. Vous êtes conseiller du réseau européen des réseaux de transport d'électricité et chercheur par ailleurs au Centre Énergie et Climat de l'IFRI. On sera dans quelques instants en ligne avec Philippe Folliot, qui est sénateur Union centriste du Tarn, là où ce projet d'autoroute A69 doit arriver depuis Toulouse. Avant de vous donner la parole, Dominique Bourg, si vous le permettez, j'aimerais d'abord rappeler à nos auditeurs ce qu'est que ce projet de ligne à très haute tension dans le golfe de Gascogne. Cédric Philibert, à quoi servira-t-il? Pourquoi est-il décrié depuis plus d'un an maintenant? Alors, nous avons besoin en Europe de davantage d'interconnexions entre les différents pays pour pouvoir continuer à développer l'électricité. Pourquoi est-ce qu'on veut développer l'électricité? Parce que c'est le moyen le plus simple et le plus direct pour économiser de l'énergie et pour chasser les énergies fossiles des secteurs de consommation finale d'énergie, c'est-à-dire des bâtiments, de l'industrie et des transports. Et pour y arriver, on a besoin de s'équiper en panneaux solaires et en éoliennes notamment, parce qu'il n'y a plus beaucoup de barrages hydrauliques à réaliser. Et on a besoin de développer les réseaux et de développer les connexions, d'abord pour rattacher ces projets au réseau, ensuite pour rattacher des nouvelles consommations des grosses usines qui vont être électrifiées, il faut les rattacher au réseau, il faut des bornes de recharge pour les véhicules électriques, etc. Donc on a besoin d'un mouvement important sur les réseaux électriques. Et il faut le faire au niveau européen, d'abord parce que le réchauffement est un problème mondial, ensuite parce qu'on a la chance de pas être une île, mais d'être entouré de voisins qui ont aussi de l'électricité, qui ont aussi des éoliennes, aussi du solaire, et le vent et le soleil ne marchent pas toujours au même endroit, au même moment, et donc c'est important de pouvoir échanger d'une région à l'autre. Donc il faut tout relier. C'est ce qui fait que dans le golfe de Gascogne, donc au large des Landes et des Pyrénées-Atlantiques notamment, un projet de ligne à haute tension, sous-marin, si j'ai bien compris, vous allez me le confirmer ou pas? Oui, c'est un projet entièrement enterré. Sur de petites portions, il est enterré sous le continent, mais l'essentiel du trajet se fait enterré sous le plancher de la mer, si vous voulez. Sauf qu'un certain nombre d'associations, notamment Sea Shepherd, accusaient ce projet, ou plutôt ce chantier, d'entraîner des nuisances sonores dramatiques pour les poissons, notamment, en tout cas les espèces vivantes, la biodiversité aux alentours. C'est la raison pour laquelle le tribunal administratif de Bayonne a suspendu le chantier pour au moins 4 mois, le temps que les opérateurs prouvent que ce chantier n'est pas dangereux pour la biodiversité. Dominique Bourg, vous avez entendu les arguments de Cédric Philibert. Quel est le rapport bénéfice-risque ou bénéfice-coût pour vous sur un chantier pareil? Justement, le problème, c'est que ça ne se limite pas à un chantier. Ce que vient d'expliquer Cédric est très clair. Ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est substituer en gros à l'usage de nos fossiles de l'électricité. Donc si vous devez le faire, vous devez avoir une offre d'électricité. Et comme il a rappelé, il y a une interdépendance des réseaux. À partir du moment où on va développer les productions intermittentes, ça paraît nécessaire. Mais en même temps, si vous voulez, ça se fait dans un contexte beaucoup plus général qu'il faut rappeler, parce que sinon on comprend pas cette protestation. Alors, je vais parler de la mer, mais je vais déjà parler de la forêt, si vous voulez, par exemple. Si vous prenez la forêt française, il y a 30 ans, elle captait 60 millions de tonnes de CO2 par an.
plusieurs décennies. Il y a 1 ou 2 décennies, c'était 40 et maintenant, c'est un petit peu plus de 26. En fait, si vous regardez tous les modèles au monde, on a un indicateur des points de bascule des forêts, c'est quand les forêts commencent à réagir mollement aux signaux environnementaux. C'est totalement le cas. Donc, on est, si vous voulez, à la veille d'un basculement de l'ensemble des forêts. Il vous a pas échappé que chaque été, désormais, vous avez des feux très importants, parfois jusqu'à des méga-feux. Alors ça, c'est quand vous avez une immense surface et ça peut donner lieu à des nuages qui n'existent qu'avec ces feux qu'on appelle les pyrocumulonimbus. Donc voilà, je prends simplement la forêt. Si je prends la mer, l'état général, si vous voulez, de la mer, c'est encore pire. Et il faut vous rappeler que chaque fois qu'on a une extinction de la vie sur Terre, c'est toujours parti d'une régression marine. Et là, vous avez parlé d'environnement sonore. Je peux vous donner un exemple sur si vous voulez, un écosystème, c'est une finesse de réseau de relations. Il s'en passe aussi par les odeurs et s'en passe aussi par les sons. Et par exemple, c'est ça qui fait que les néonicotinoïdes qui ne tuent pas les abeilles, elles les empêchent de retourner à la ruche, elles les fait crever. Ça, c'est pour ce qui se passe dans les champs. Concrètement, voilà, ça se passe dans les champs. Mais dans la mer. Voilà, une fois que vous avez dressé ce tableau-là, on se rend compte qu'on a une ligne à très haute tension qui serait utile pour la planète parce qu'elle permet d'acheminer de l'électricité propre, en tout cas décarbonée. Donc ça, c'est bon pour la planète, mais en même temps, il faut la construire au milieu de la mer. Et là, c'est une catastrophe pour certains défenseurs de la biodiversité. Non. Alors, je voudrais rajouter une chose, si vous voulez. Vous allez répondre, Cédric Philibert. La transition énergétique, si on l'entend et si on voit dans la transition énergétique, si vous voulez, simplement une manière de substituer à l'usage de l'énergie qu'on a produit jusqu'à maintenant, c'est avec une espèce de croissance un peu continue, en tout cas au moins à l'échelle de la planète, ça ne marchera pas. Oui. Donc, pour que la transition énergétique ait un sens, il faut qu'elle s'accompagne d'une maîtrise de la consommation et petit à petit d'une réduction de la consommation. Donc, parce qu'il n'y a pas de ligne. Pour vous. Il y a pas que les fonds marins, si vous voulez. Le problème, je termine juste là-dessus, le problème de la transition énergétique, c'est la multiplication de ce qu'on appelle les convertisseurs énergétiques. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les êtres humains sont pas capables de produire de l'énergie. Ils sont capables de la capter, de la transporter. Là, on est avec la question qui nous touche directement. Et de la transformer. Et pour ça, vous avez besoin de matériaux qui sont semi-précieux. Même le cuivre aujourd'hui. Le cuivre, le taux de concentration du métal dans le minerai, c'est 0,4%. Donc, si vous imaginez qu'on peut continuer comme ça indéfiniment, ça n'a aucun sens. Alors après, il y a des abcès de fixation pour tel ou tel problème, mais il faut jamais oublier la logique générale qui est derrière. En tout cas, c'est le sens aussi de notre débat. Pourquoi c'est de plus en plus difficile de venir à bout d'un chantier de grande infrastructure? Dans un instant, Philippe Folliot aura la parole, sénateur Union centriste du Tarn. On le remercie de nous avoir rejoints. Mais avant ça, la réponse de Cédric Philibert, qui a bondi lorsqu'il m'a entendu. Oui, parce qu'il faut relativiser les choses. Je suis bien conscient que le puits de carbone français est en mauvais état. Mais la raison principale, ce sont les émissions de CO2. Et le projet de transition énergétique qui va basculer une bonne partie de la consommation des fossiles sur de l'électricité, il s'accompagne et il entraîne par lui-même une réduction des consommations. La réduction des consommations d'énergie finale qui est prévue, c'est de 40 à 50% en France d'ici 2050. Donc c'est quand même très important. C'est pour une part des économies d'énergie au sens strict, c'est l'isolation des bâtiments thermiques, etc., des bâtiments. Et c'est d'autre part la simple électrification qui permet d'économiser beaucoup d'énergie qui est gaspillée en vaine chaleur dans les moteurs thermiques ou dans les centrales électriques. Donc ça va ensemble. Et on ne peut pas attribuer ni aux éoliennes, ni aux panneaux solaires, ni aux lignes électriques les dégâts qu'on constate partout ailleurs, qui sont dus à la surpêche, qui sont dus à l'agriculture chimique, qui sont dus à beaucoup d'autres causes, parmi lesquelles, y compris d'ailleurs le minage, l'extraction minière, sont des causes extrêmement petites, localisées, mais petites par rapport aux causes principales. Est-ce que ça veut dire pour vous, rapports Cédric Philibert, si vous le permettez, est-ce que ça signifie pour vous que le chantier de construction d'une ligne pareille est finalement un mal nécessaire et qui est sans commune mesure avec les bienfaits qu'il apporte? Vous l'avez extrêmement bien résumé. Alors évidemment, comme tout projet d'aménagement, ça suscite une opposition locale, ce qui est humain, normal. Les gens ne veulent jamais qu'on change quelque chose dans leur environnement, du moins au jour J. Après, ils s'aperçoivent que finalement, c'est pas si grave. Si je prends le bruit pour les poissons, on a ce problème sur chaque
projets d'éoliennes posées au sol parce que ça fait du bruit pendant qu'on enfonce les mâts des éoliennes dans le sol. Mais ensuite, 15 jours, enfin, quand le chantier est fini, tout redevient à la normale et on s'aperçoit que finalement la biodiversité est plutôt gagnante sur l'éolien en mer parce qu'il y a un effet récif et parce qu'il y a une protection vis-à-vis du chalutage trop intensif. Donc voilà, il faut vraiment mesurer les choses et il serait bon que des gens comme Dominique Bourg, que je respecte infiniment, nous aident à faire la part des choses au lieu de tout mettre dans le même paquet. Et je suis prêt à le convoquer pour une réunion sur les mines de cuivre parce que là aussi, la baisse de la teneur en minerai du cuivre, ça n'est pas ce qu'il croit. Bon, alors vous serez convoqué manifestement, Dominique Bourg. Je vais vous redonner la parole dans un instant. Je vais répondre. Vous allez répondre. Oui, alors répondez, allez-y. Mais non, comment dire, là pour le moment, on est, si vous voulez, sur l'aspect global. Alors effectivement, non, les mines de cuivre et les autres mines, c'est pas un petit aspect, si vous voulez. Il y a 12 000 mines en activité au monde. Chacune de ces mines, c'est au moins 10 km² pour le broyat qui est bourré d'arsenic et d'autres choses. Non, c'est une des causes vraiment importantes de destruction des écosystèmes sur Terre. Le problème, c'est pas d'être évidemment contre la transition énergétique. Ça serait une bêtise totale. C'est absolument pas ce que je dis. Simplement, si vous voulez, j'entends bien les objectifs que donne Cédric et si on pouvait s'y conformer, ça serait très bien, mais c'est pas du tout ce qu'on promet aux gens. On leur dit, non, vous changez simplement, vous roquez en quelque sorte d'une voiture thermique à une voiture électrique, mais en fait, c'est absurde. Même l'Académie des sciences elle-même le dit, si vous voulez, en termes de disponibilité des métaux, hein, la donne scientifique sur le sujet est tout à fait claire. Moi, j'ai publié un livre sur la question énergétique avec Jean-Paul Boutz, qui était l'ancien patron de la stratégie d'EDF, pas un gauchiste, je suis désolé. Et donc, ce qu'on dit dans ce livre-là, on dit évidemment pas qu'il faut éviter la transition énergétique. C'est une absurdité. On dit simplement que la transition énergétique, elle n'a de sens que si elle prend en compte les dégâts qu'elle va aussi occasionner, en fait, toute activité humaine, et si elle cherche à les minimiser. Pour les minimiser, il faut effectivement plafonner la consommation d'énergie. Et si je reprends l'exemple que vous avez cité, Dominique Bourg, vous parliez de la voiture. Vous disiez que ce serait absurde de remplacer chaque voiture thermique par une voiture électrique. Concrètement, ça veut dire que des milliers ou des millions de Français devront renoncer à leur voiture. C'est ce que vous dites ? Non, ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut vouloir dire, si vous voulez, qu'on peut jouer sur, effectivement, quand vous avez des déplacements quotidiens d'une dizaine de kilomètres, vous avez peut-être pas besoin de déplacer 2 tonnes. Ça peut vouloir dire ce que vous dites. Oui, ça c'est très simple. Ça veut dire qu'il faut effectivement privilégier des mobilités qui n'ont pas le même coût. Et quand on est sur une longue distance, effectivement, on va pas le faire avec un vélo électrique. Mais quand on est sur des distances plus courtes, il y a la possibilité d'avoir des véhicules beaucoup plus légers qui vous permettent de faire vos courses, d'aller amener vos enfants, etc. C'est pour ça que j'ai parlé, si vous voulez, de la donne générale. La donne générale, c'est une menace sur l'habitabilité de cette planète. Vous avez d'un côté le trait de côte, vous avez les événements extrêmes avec effectivement les inondations. Pensez au Pas-de-Calais. Oui. Il y a sans doute des régions où les inondations hors normes vont devenir chroniques. Il n'y a plus d'habitat. La fonte du pergélisol rend la montagne de plus en plus inhabitable. Et puis maintenant, si vous regardez, si vous voulez, la projection à plus long terme de la distribution de l'habitat sur Terre, vous vous rendez compte que là où il y avait le plus d'habitat, c'est plutôt les zones les plus chaudes. À partir de 27 degrés, ça descend de moitié. Et à partir de 29-30 degrés, vous n'avez plus d'habitat possible. Si vous avez un réchauffement de 3 degrés sur Terre, voilà. Vous rajoutez à ça la question de la chaleur humide. Je vous rappelle, les projections sont absolument cataclysmiques. Et donc, vous avez une réduction de la part habitable de cette Terre. Donc, si vous voulez pas comprendre ça, si vous pensez qu'on peut toujours faire, si vous voulez multiplier les équipements en prenant pas en compte leurs conséquences, vous allez en débattre dans un instant tous les deux. J'aimerais qu'on accueille Philippe Folliot en quelque temps. Bonjour à vous, Philippe Folliot. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur Union centriste du Tarn. Le Tarn pour le projet d'autoroute, autre forme d'équipement, autre abcès de fixation, comme le disait Dominique Bourg, justement, chantier contesté par des opposants et encouragé aussi par beaucoup d'habitants, notamment vous, de votre département. Avant de parler de l'autoroute A69 plus précisément, revenons sur ce qu'on disait de manière générale. Est-ce qu'il faut renoncer à certains équipements pour le bien de la planète parce qu'on a changé d'époque ? On ne peut pas mettre notre pays sous cloche. On ne peut pas arrêter toute perspective, notamment en matière de transition énergétique, parce que certaines personnes sont opposées. On ne peut pas accepter qu'il y ait des discours qui soient des discours discriminants pour une partie de la population. Moi, quand j'entends M. Bourg, que je respecte par ailleurs,
mais nous dire oui, la voiture, vous pouvez utiliser d'autres moyens. Moi, j'habite en ruralité. J'habite dans un petit village de la montagne tarnaise de 600 habitants. Nous n'avons pas de transport public. Et pour moi, comme pour l'ensemble des habitants du territoire, il n'y a pas d'autre option que la voiture pour se déplacer. Eh ben alors restez avec nous, on va en reparler. On va aller en vélo. Moi, quand je suis à Paris, j'utilise que du vélo. Et ça me pose pas de difficulté. J'ai pas besoin de voiture quand je suis à Paris. Mais par contre, quand je suis chez moi, j'ai besoin de ma voiture. Eh ben on va en parler avec vous, Philippe Folliot. Les habitants de notre territoire ont besoin de leur voiture. Restez avec nous. Et que dans ce cadre-là, avoir des visions qui soient des visions urbaines, j'allais dire discriminantes pour nous ruraux, qui vivons dans un espace pour lequel nous essayons de faire des efforts pour préserver l'environnement, pour préserver la biodiversité. C'est parfois des choses qui sont difficiles à entendre. Allez, restez avec nous, Philippe Folliot. Restez avec nous également, Dominique Bourg et Cédric Philibert. Est-ce qu'on a tourné la page des grands chantiers d'infrastructure? Vous aussi, 0826 300 300, une nouvelle ligne à très haute tension ou une nouvelle autoroute. Est-ce nécessaire? Tiens, si ça passait chez vous, vous nous appelez, vous prenez la parole. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le grand matin Sud Radio, 6h, 10h, Jean-Marie Bordry. Faut-il tourner la page de l'ère des grands chantiers d'infrastructure? On revient sur ces différents chantiers assez contestés localement, comme le projet d'autoroute A69 dans le Tarn entre Castres et Toulouse. Il y a beaucoup de partisans et beaucoup d'opposants. On est aussi au sujet du projet de ligne à très haute tension dans le golfe de Gascogne qui a été suspendu, dont le chantier a été suspendu par le tribunal administratif de Bayonne, alors que certaines associations accusaient le chantier de créer des nuisances catastrophiques, des nuisances sonores pour la faune qui était autour de ce chantier. Voilà, les poissons, tout simplement, pour le dire en français. On est avec nos trois invités. Dominique Bourg, qui est philosophe. Nous sommes également avec Cédric Philibert, conseiller du réseau européen des réseaux de transport d'électricité, et Philippe Folliot, qui est avec nous également, sénateur Union centriste du Tarn. Philippe Folliot, vous nous avez quitté sur un cri du cœur. Arrêtons avec cette vision urbaine de l'écologie. À la campagne, on est obligé, en gros, disiez-vous, de prendre la voiture. J'aimerais que Dominique Bourg puisse nous répondre. Oui, mais je vais répondre déjà. Premièrement, je crois qu'il faut vraiment distinguer les deux cas là qui nous occupent. Ouais. L'A69 d'un côté et puis une conduite sous-marine par RTE. On n'est pas du tout dans le même genre de problème, si vous voulez. Sur la question de l'autoroute, on est dans le développement d'un moyen supplémentaire de transport qui va s'ajouter aux routes existantes, qu'on pourrait d'ailleurs entre nous améliorer, alors que effectivement, dans le cas de la conduite sous-marine, bon, c'est un projet plus large d'interconnexion entre les différents pays européens, qui est une nécessité avec le développement de production interminable. Si je vous suis, Dominique Bourg, vous êtes plus favorable, alors sans parler des dégâts, des problèmes des deux chantiers, vous êtes plus favorable à la ligne à très haute tension qu'à l'autoroute A69, c'est ça? Si vous voulez, on n'est pas sur la même chose. Dans un cas, on est dans une logique où on ne cesse d'ajouter, j'insiste bien, d'ajouter des moyens de transport. Là, ce qui est trop pour vous, si je vous comprends. Voilà. Et dans l'autre, on est dans une logique différente, effectivement, avec l'aspect transition énergétique. Maintenant, et pour moi, évidemment, cet aspect transition énergétique, il est absolument fondamental. Simplement, il ne faut jamais le considérer seul. Il doit interagir avec un autre objectif qui est celui des COP biodiversité, qui est en 2050 de retrouver une forme d'harmonie des sociétés humaines avec, si vous voulez, le système Terre qui les fait vivre. Je ne peux pas isoler le climat des autres enjeux de la biodiversité. Maintenant, moi, je ne vais pas statuer sur. Non, j'ai compris. J'aimerais que vous reveniez sur les propos de Philippe Folliot. Alors maintenant, voilà, je vais revenir sur les propos. Je les comprends très bien. Moi-même, j'habite un pays de montagne, la Suisse. Donc vous avez besoin de voiture. Alors, non, j'ai pas de voiture, moi. J'ai pas de voiture, tout simplement parce qu'effectivement, j'habite en ville. Maintenant, j'habiterais dans la campagne, effectivement, les choses seraient beaucoup plus difficiles. Maintenant, si je regarde par exemple le cas de la Suisse, comme ça on va pas vexer notre ami sénateur, si vous voulez, avec simplement les pneus cloutés, le nombre de gens qui est venu habiter en montagne a complètement explosé. Et donc, on a créé une situation qui n'existait pas sans cette technique.
Mais on a D'accord. donné un nouveau moyen et on a créé Oui, un on a nouveau donné besoin. un moyen, on a permis, si vous voulez, à un nombre beaucoup plus grand de gens d'aller habiter à la montagne, en ils faisaient créant, pas. à l'époque, on n'y pensait pas, mais désormais, on a créé des sources de consommation de carbone et de destruction de la biodiversité qui sont beaucoup plus importantes. Donc, comment on peut freiner ça, le réduire, sans effectivement empoisonner la vie des gens? Si vous dites aux gens dans la campagne qu'ils peuvent plus avoir de bagnole, il est clair que ça ne marchera pas et que ça n'a pas de sens. Il faut essayer de trouver avec eux, et de façon progressive, un certain nombre d'alternatives de telle sorte que notre impact soit plus faible. Maintenant, il ne s'agit pas de vivre sous cloche. Quand vous aménagez une route, quand vous la rendez peut-être moins dangereuse au lieu de construire une autoroute, c'est pas sous cloche. Et le sous-cloche, il est très humain et très égoïste parce que, en fait, si vous voulez, avec notre manière de vivre, on dézingue toutes les autres espèces. Donc il y a un problème. Donc moi, l'argument sous-cloche, je ne l'entends pas. Ce que j'entends, c'est comment je peux continuer à vivre en détruisant moins. Et ça, bien sûr, ça ne se fait pas sans l'accord des gens. Mais je trouve que l'A69 est un très, très mauvais exemple. C'est pas parce que vous n'avez pas d'A69 que vous serez obligé de vivre sous cloche. Ça, c'est mensonger. Ça n'a pas de sens. Oui. Maintenant, même si je reviens au golfe de Gascogne, j'en sais rien. J'ai pas du tout étudié ce sujet. Je pense que Cédric l'a fait lui. Est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Je ne sais pas. C'est des choses à discuter. Maintenant, juste encore, dernière remarque par rapport à ce qu'a dit Cédric. Oui. C'est très important parce que Cédric si Philibert qui c'est pas est du avec nous. local, Oui. justement. C'est pas du tout du local. Alors justement, dans un instant, la réponse Oui, de c'est ça Philippe le Folliot, problème. mais avant ça, Cédric Philibert. Oui, c'est bien le problème, c'est que quand des associations d'envergure nationale viennent au secours d'une réaction locale de refus d'un aménagement local avec des mauvais arguments. C'est ça qui me gêne beaucoup dans l'affaire de Gascogne, alors que je suis beaucoup moins gêné dans l'affaire A69 parce qu'effectivement, le temps des grands chantiers routiers est terminé et ce projet, en plus, contrairement à ce que dit Dominique, il ne s'ajoute pas, mais il remplace une route que les gens ne pourront plus emprunter sans payer. Donc je comprends qu'il y ait une protestation locale extrêmement Une forte. route longue parce que, et dangereuse les gens aussi, n'auront d'après les pas d'autre partisans de solution que de l'autoroute. prendre cette autoroute. Mais ça, on en reparlera avec Philippe Voilà. Folliot, parce que voilà. Mais Voilà. Non, mais cette autoroute est spécialement problématique. Et de toute façon, oui, il faut arrêter maintenant avec les grands chantiers routiers, même si effectivement les gens ont besoin de voitures. Ils ne peuvent malheureusement pas avoir 4 voitures à leur disposition, une pour le jour où ils sont tous seuls, une pour le jour où ils sont plusieurs, une pour le jour où ils partent en vacances avec le chien et la tente. Donc c'est pour ça que les gens ils prennent des voitures qui sont bonnes un peu à tout faire. ce qui est Et normal. du coup, ils se retrouvent dans un certain nombre de situations avec une voiture trop grosse pour leurs besoins ce jour-là. Non, mais si je vous suis tous les deux, ça c'est très important. difficile. Cédric C'est très difficile Philibert. de faire autrement. Cédric Philibert, quand je Et vous il écoute, faudra vous- électrifier toutes ces voitures. Voilà. reprenons l'exemple de la Oui. voiture, puisqu'on y Le revient, fil. et puis ça concerne aussi Oui. ça. Oui. Dominique Bourg disait quelque chose. J'ai l'impression, quand je vous écoute tous les deux, qu'on arrive vers une société du rationnement, et que finalement, il faudra qu'on se dise, non, j'ai Bah, pas justement, besoin de non. cette voiture parce que elle a coûté trop cher en ressources naturelles. On va se rationner comme ça, comme sous l'occupation? Cédric Alors, Philibert. Non, moi je ne pense pas ça. Moi je ne pense pas ça. Je pense qu'il y a des choix de sobriété qu'on peut faire. Dans un certain nombre de cas, on va se rationner sur les voyages en avion parce que ça n'a pas de sens de prendre l'avion pour aller passer un week-end quelque part ou même une petite semaine vraiment loin. Je trouve ça absurde. Et là, on va devoir se rationner parce qu'on n'a pas de solution technologique de remplacement. On ne sait pas faire de l'avion propre. En revanche, pour la voiture, je suis beaucoup moins persuadé que le rationnement est nécessaire. Alors évidemment, en ville, il y a trop de voitures et on est en train de changer. Maintenant, c'est les cyclistes qui font la majorité des déplacements dans Paris, etc. Donc, on est en train de faire ça, d'adapter, mais on ne va pas se rationner. On ne va pas se rationner à la campagne sur le nombre de kilomètres qu'on doit parcourir en voiture parce qu'on en a besoin en réalité tout le temps. Et donc, la solution, mais c'est parce qu'une solution technologique existe qui consiste à électrifier les voitures. Et Donc d'ailleurs, j'ai écrit c'est un petit aux livre à ce Toulousains, sujet. aux Je le signale. Bordelais, aux Toulousains ou aux Parisiens de faire des efforts en électrifiant ou en décarbonant leurs déplacements. C'est ça que vous dites, si je résume, encore une fois. J'aime bien résumer. Oui, bah c'est surtout. Non, mais la voiture est surtout utile en milieu rural. Oui. Et en ville, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'une voiture. Il y a trop de gens qui ont des voitures alors qu'ils vivent en ville et qui pourraient facilement s'en passer. Donc Alors, moi, la je suis parole- d'accord pour qu'on ait une voiture, mais faut que ça vienne des gens. Et puis on est dans l'urgence climatique, et c'est pour ça dans le monde de demain, il y aura toujours au moins 1 milliard de voitures. Il faut qu'elles soient électriques, il faut qu'elles cessent de consommer du pétrole Si et d'envoyer c'est du faisable. CO2 dans l'atmosphère. Et ça, c'est une urgence. On peut pas faire ça progressivement. La parole à Philippe Faut faire Folliot, vite. sénateur Union centriste du Tarn, qui nous écoute de sa campagne.
Et je voudrais revenir sur quelques contre-vérités qui ont été proférées. Tout d'abord, l'A69, c'est pas un projet, c'est une réalisation. Et le chantier est à moitié terminé. Et que faire comme si nous étions sur un projet n'a pas de sens. Aujourd'hui, si nous arrêtions les travaux, je veux dire, la remise en état coûterait le prix de l'autoroute, sachant que nous n'aurions pas la réalisation, et entraînerait des dégâts pour l'environnement qui seraient des dégâts encore plus importants que continuer le projet, la réalisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand j'entends dire non, on n'a pas besoin de... Mais soyons raisonnables. Castres-Mazamet est la seule agglomération de 100 000 habitants au niveau national à ne disposer ni de gare TGV, ni d'autoroute, ni d'aéroport international. Et que vous ne pouvez pas asseoir le développement d'une région pour faire de telle sorte que les jeunes puissent vivre et travailler au pays si vous n'êtes pas connecté au grand réseau de transport. Et il y a un aéroport à Castres, pardonnez-moi Philippe Folliot. Il y a une petite ligne qui nous permet de rejoindre la capitale. Et qui est très utile du reste. Mais je crois qu'il est important de dire les choses telles qu'elles sont et que par rapport aux perspectives de développement économique du bassin Castres-Mazamet, nous avons besoin de cette liaison. De la même façon, quand on voit dans le nord du département du Tarn tout le développement qu'il y a eu économique et démographique sur l'axe Albi-Gaillac, Albi-Gaillac-Toulouse, eh bien, c'est l'effet de la 68. Et donc, dans ce cadre-là, il est important de pouvoir aller jusqu'au terme de ce chantier, avec aussi un autre point. Quand il est dit, oui, il y a des oppositions, etc. Les oppositions, elles viennent de l'extérieur. La quasi-totalité des élus du Tarn sont favorables au projet. L'immense majorité des habitants du territoire sont favorables au projet. Et il y a effectivement aujourd'hui un certain nombre d'individus d'extrême gauche, d'écologistes radicalisés, qui, dans le cadre de ZAD, essayent de mener une véritable guérilla contre les ouvriers qui travaillent sur ce chantier, contre les entreprises qui travaillent sur ce chantier, qui essayent d'intimider les populations locales, avec des comportements qui sont des comportements pas normaux et pas du tout démocratiques. Parce que je le rappelle, avant de pouvoir réaliser ce chantier, il y a eu une phase de concertation très longue. Nous avons eu 2 débats publics. Nous avons eu une multitude d'instances de concertation, d'échange et de dialogue avec la population et avec tout le monde. Et l'immense majorité des habitants du territoire se sont prononcés pour cette autoroute. Et que donc, dans ce cadre-là, que l'on n'écoute pas cela, quand on voit que tous les recours qui ont été déposés par les opposants ont été systématiquement rejetés par la justice, eh bien, dans ce cadre-là, je crois qu'à un moment donné, il faut raison garder. Et raison garder, c'est de dire d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, les choses avancent, elles avancent bien. Le chantier est dans l'épure de ce qui était prévu à l'origine, et que donc, dans ce cadre-là, je crois qu'il est important de dire que on ne peut pas, au nom de convictions personnelles que l'on peut avoir, aller contre l'avis de la majorité, et on ne peut pas bloquer quelque chose qui est à moitié réalisé. Uniquement pour des visions qui sont des visions écologistes ou politiques. C'est intéressant, on va en parler d'ailleurs avec nos autres invités. Juste pour être complet, Philippe Folliot, parce que vous le savez, à chaque fois qu'il y a eu des violences venant d'opposants à l'autoroute A69, on en a parlé sur Sud Radio, notamment avec vous, et on le fera à chaque fois que ce sera nécessaire. En revanche, il faut aussi souligner que cette semaine, ceux qui ont été manifestement victimes de violences, ce sont des opposants à l'autoroute, puisque plusieurs d'entre eux ont porté plainte pour menaces de mort. L'un d'eux a même dit avoir été aspergé d'essence. Donc il semblerait qu'il y ait des violences des 2 côtés. En tout cas, cette fois-ci, il y en a eu de l'autre côté. C'est ça que je dire. Si c'est confirmé, on verra bien. Toutes les violences. C'est pour ça que c'est important de le souligner et qu'on prenne le temps de le faire. 99,99% des violences, elles viennent du côté des zadistes. Elles viennent du côté des opposants. Allez, 0826. C'est une vérité qui doit être rappelée. Pour autant, il faut condamner les violences d'où qu'elles viennent. Et j'aimerais, de la même façon que je condamne ces violences qui ont été commises cette semaine, j'aimerais que les responsables écologistes, que ceux qui se disent défenseurs de l'environnement, eh bien aussi défendent le droit de travailler
des salariés sur le chantier. Défendre aussi la possibilité donc des habitants de ce territoire de pouvoir vivre en toute quiétude. Allez, 0826 300 300, justement l'un des habitants de ce territoire, c'est Anthony qui est castré du Tarn. Bonjour à vous mon cher Anthony. Oui, bonjour à vous et je dis bonjour aussi à Monsieur Folio. Mais vous pouvez dire bonjour à tout le monde d'ailleurs, on est tous les bienvenus sur Sud Radio Anthony. Vous êtes pour ou contre cette autoroute? Je prends l'exemple, mais comme ça permet d'élargir. Alors déjà, moi je suis pour, je suis même le créateur du collectif pour l'autoroute A69. D'accord. Autant pour moi, je le découvre sur le standard, c'est pour ça. C'est pas truqué sur Sud Radio. Non, mais j'ai déjà intervenu sur votre antenne Très bien. Avec ce titre. Donc, Monsieur Folio a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Ouais. Moi, je suis chef d'entreprise. Ouais. Voilà, sur ce territoire, il se trouve que j'ai des entreprises au nord du Tarn et au sud du Tarn. Donc moi, en connaissance de cause, quand je dois faire des recrutements pour Albi, pour Gaillac ou pour Lavore, c'est très simple en fait, ça prend très peu de temps. Quand je dois recruter pour Castres, c'est compliqué. Voilà, et voilà pourquoi, une des raisons pour lesquelles je suis pour ce chantier. Alors, moi, je suis pas forcément pour un rouleau de bitume de 53 km, je suis pour un projet de territoire, puisque là on parle d'un projet de territoire. Moi j'en ai discuté avant de monter le collectif avec des maires de toutes les communes, puisque je suis partenaire de quelques clubs de rugby, donc je parle avec le maire de Saïs, avec le maire de Soile. Il y a un projet d'aménagement du territoire. On est le seul territoire, une sous-préfecture qui n'est connectée à rien. On est à 1 heure de n'importe quelle. C'est ce que disait Philippe Folio en tout cas. Écoutez, on l'aura compris, mais votre message aura été transmis. J'aimerais vous remercier tous. Je suis désolé, comme quoi on aurait dû en débattre pendant 2 heures parce qu'il y a plein de choses à dire et que les enjeux au niveau global sont énormes. Parce que j'ai eu sur l'attaque de la ZAD, que je condamne toutes les violences. Ça, c'est important. Et sur l'attaque de la ZAD, ça a été présenté comme les zadistes, comme une tentative de meurtre. Les premiers éléments que j'ai pu recueillir auprès des gendarmes, c'est qu'il y a eu une altercation entre des riverains et les Italiens, que un des Italiens s'est interposé et a été aspergé d'essence, mais en aucun cas il s'agirait d'une tentative de meurtre. Juste a été aspergé, oui d'accord, mais juste aspergé d'essence, Anthony, quand même, écoutez, il faut contrôler ce qu'on dit, juste aspergé d'essence, non, une altercation, on s'est tous engueulés avec quelqu'un un jour, mais on n'a pas aspergé d'essence une personne. Ceci dit, vous avez bien fait aussi de le souligner. Merci beaucoup Anthony, au 0826 300 300. Merci à nos 3 invités, j'aurais aimé que ce soit plus long, on vous réinvitera avec plaisir. Merci pour la qualité des échanges. Dominique Bourg, philosophe spécialiste des questions environnementales, Cédric Philibert, conseiller du réseau européen des réseaux de transport d'électricité, et Philippe Folio, donc sénateur Union centriste du Tarn. Il est 9h42 sur Sud Radio. Allez, à suivre les grandes histoires criminelles françaises avec Julie Rigoulet. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.